tous et encore une fois, merci à l'AMCAR et à son président pour cette invitation. Je suis vraiment très content d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, pourquoi s'intéresser au traitement percutané des fuites mitrales? Tout simplement parce que vous avez tous des patients qui ont des fuites mitrales très sévères et qui sont tout simplement récusés ou à très haut risque chirurgical. Et pour autant, on a envie de proposer quelque chose à ces patients. Alors, les stratégies du traitement percutané se sont clairement inspirées de l'expérience chirurgicale. Et donc, il y a tout un tas de stratégies, comme pour la chirurgie, qui ont été testées, qui sont parfois encore en cours d'évaluation. Et je ne vous parlerai pas d'un certain nombre d'entre eux, par exemple la mise en place de néocordages, par exemple les annuloplasties, directes ou indirectes. C'est des techniques qui existent, qui sont possibles, mais qui sont encore vraiment balbutiantes. Et je pense important de se concentrer sur deux techniques, enfin surtout sur une. Donc voilà mes conflits d'intérêts. J'en ai un notamment avec la société Abbott qui distribue le MitraClip, dont on va parler largement dans cette présentation. Alors, comme le chirurgien a la possibilité de réparer ou de remplacer la valve, eh bien, il y a une des stratégies qui est assez intuitive, qui est de remplacer la valve mitrale. Mais attention, c'est une chose de remplacer une valve aortique, c'est complètement une autre de remplacer la valve mitrale. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a tout un tas de challenges, de difficultés qui s'opposent au remplacement valvulaire mitral, qui fait que pour l'industrie, c'est extrêmement compliqué, et notamment, en gros, pour faire simple, il n'y a rien sur lequel s'accrocher, il y a des régimes de pression qui sont différents, il y a un risque de thrombus, et surtout, il y a un risque d'obstruction de la chambre de chasse. Si la valve vient faire protrusion dans la chambre de chasse, on a un risque d'obstruction de cette chambre de chasse, et ça, hémodynamiquement, c'est souvent très, très mal toléré. Donc, les industriels ont dû faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour essayer de contrecarrer tous ces obstacles, et notamment pour maintenir la valve en place. Et vous voyez, il y a tous ces modèles qui vous sont présentés. Donc, à chaque fois, ça fait des modèles de valves qui sont très différents. Je ne vous en présente qu'une, parce que c'est celle qui est le plus aboutie en termes d'implantation. C'est la valve Tendyne. Donc, la valve Tendyne, l'ingéniosité du système, c'est qu'en fait, c'est une valve qui est retenue par un cordage artificiel qui va être appendu, une espèce de pastille qui est mise dans le péricarde au niveau de l'apex du ventricule gauche. Alors on dit que c'est une valve percutanée, c'est quand même une voie transapicale, donc on n'est pas tout à fait sur du percutané, et c'est une valve, vous voyez, qui donne d'excellents résultats en termes de correction de fuite mitrale. Il y a vraiment quasiment aucune fuite résiduelle intra- ou périprothétique. Mais, car il y a un mais, la première chose, c'est que vous voyez, c'est les 100 premiers patients qui sont présentés sur un papier qui a 2 ans. Donc, il a fallu screener un très, 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 très grand nombre de patients pour pouvoir atteindre ces 100 patients. Donc, il y a vraiment beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce qu'il n'y a pas toutes les dimensions. Et puis surtout, il y a ce risque d'obstruction de chambre de chasse qui fait qu'on ne peut pas implanter tous les patients. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de remboursement en France pour cette prothèse. Et puis la troisième chose, c'est que, OK, c'est faisable, OK, ça marche, c'est quand même du transapical, donc c'est pas rien quand même chez des patients qui sont à haut risque, voire accusés pour une chirurgie conventionnelle. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'études randomisées qui soient publiées qui nous montrent le bénéfice de cette valve, même si quand même on voit qu'on corrige très bien la fuite mitrale. Donc une autre stratégie qui a été utilisée par la chirurgie, qui continue à être utilisée, c'est la suture bord à bord du feuillet valvulaire. Donc ça, c'est une stratégie qui a été décrite initialement par le professeur Ottavio Alfieri, donc par voie chirurgicale. Et vous voyez ici, en bas à gauche, donc un patient qui a eu un Alfieri chirurgical, en bas à droite, un MitraClip, et vous voyez que le résultat est tout à fait comparable. Donc ce MitraClip, il va s'implanter par voie percutanée, donc on fait une ponction veineuse fémorale, un guidage qui est par rayon X et surtout par échographie transœsophagienne. Donc là, l'expertise de l'échographiste, et maintenant on parle d'échographiste structurel, donc quelqu'un qui est habitué à venir en salle, quelqu'un qui connaît parfaitement la valve mitrale, qui connaît le dispositif, donc il va nous guider. Et vous voyez sur cette radio qui est prise au-dessus de l'épaule, donc à gauche chez moi et à droite c'est notre chirurgien cardiaque, vous voyez qu'on regarde aussi bien les rayons X que l'échographie. Alors au début, pour moi qui suis interventionnel, ça fait bizarre de regarder l'échographie, mais c'est vraiment très agréable et on apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc la procédure est faite sous anesthésie générale, parce que c'est quand même des procédures qui durent entre 1 heure et 2 heures, donc ça serait quand même pas très sympa de faire subir ça aux patients. Et donc vous voyez en bas à gauche le système MitraClip en lui-même, avec à droite le clip à proprement parler. Donc ça nécessite une ponction transseptale.
C'est une des premières raisons pour lesquelles l'ETO est absolument indispensable. Il ne suffit pas de passer dans l'oreillette gauche, il faut passer dans l'oreillette gauche à un endroit précis, donc bien sûr au niveau de la fosse, suffisamment postérieur, mais surtout suffisamment haut pour permettre au système après de pouvoir être mobilisé dans l'oreillette gauche. Donc une fois qu'on a fait ce cathétérisme, eh bien, on vient placer, alors je ne sais pas si vous voyez la flèche, donc on a le feuillet antérieur de la valve mitrale. Alors, on va le repasser, mais en fait, donc l'idée c'est qu'on vient franchir la valve mitrale. Attendez, si j'arrive à trouver mon truc pour bloquer. Voilà. Donc on voit très bien donc, le feuillet antérieur, le feuillet postérieur, les deux bras du clip. Et en fait, l'idée c'est d'aller positionner ces deux feuillets qui vont être pris en sandwich entre les bras du clip et les deux petites tiges métalliques que vous voyez à droite. Il y a des petites griffes qu'on appelle les grippers qui vont s'abaisser et qui vont... Pardon, hop, excusez-moi... Je vais y arriver. Voilà, je vous repasse. Décidément, ça ne veut pas. Hop. Excusez-moi. Voilà. Donc, on remonte le clip. Les deux feuillets vont se poser sur le clip et vous allez voir les grippers. Voilà, on les a vus qui s'abaissent. Et après, on referme le clip de façon à solidariser les deux bords de la valve mitrale. Donc l'objectif, c'est celui-ci. Par exemple, chez ce patient qui a une fuite mitrale secondaire extrêmement sévère, vous voyez la pression dans l'oreillette gauche qui est mesurée en bas à gauche. Vous voyez que la pression est très élevée, avec une onde V mitrale extrêmement sévère en faveur d'une fuite mitrale tout à fait significative. On vient ici faire notre suture bord à bord de façon à réaliser un double orifice, qu'on voit très bien ici. Et vous voyez sur l'échographie de sortie qui a réalisé, donc généralement c'est des patients qui vont sortir à J1 ou à J2. On parle bien d'une réparation valvulaire mitrale chez des patients qui sont récusés pour une chirurgie. On a une sortie à J2. Alors certes, l'incidence n'est pas tout à fait la même, mais on a une correction franche de la fuite mitrale et une pression dans l'oreillette gauche qui a franchement abaissé avec un effacement de l'onde V mitrale. Alors, je vous montre les données de ce registre qui commence à dater, mais c'est le registre STS. Et ce registre, il est intéressant parce que c'est quand même un effectif assez conséquent de patients. On est sur près de 3000 patients. Et surtout, il suit la commercialisation du MitraClip à grande échelle aux États-Unis et au Canada. Donc, ça correspond à l'expérience initiale de la plupart des centres. Bien sûr, il y a toujours quelques centres experts qui en avaient déjà mis avant, mais c'est vraiment la première diffusion à grande échelle de ce MitraClip. Parmi les caractéristiques des patients, mais c'est 82 ans d'âge moyen, il y en a un tiers qui ont une fraction d'éjection inférieure à 40%, c'est les patients qui sont à haut risque. Eh bien, le premier enseignement de ce registre, c'est le côté safe, en bon français, de la procédure. Vous voyez que le taux de complications sévères est extrêmement faible avec la procédure MitraClip dans ce registre. Et puis, c'est une procédure qui est efficace. Vous voyez qu'il y a un nombre important de patients qui rentrent directement à domicile, pas de réadaptation, pas de convalescence, directement à domicile avec une durée médiane de séjour de 2 jours, avec une fuite résiduelle inférieure à un grade 2, voire à un grade 1. Vous allez dire, le grade 2, c'est pas parfait, la chirurgie fait mieux. Clairement, la chirurgie fait mieux. Pas oublier que c'est une procédure pour laquelle il y a une courbe d'apprentissage qui est importante et qu'on a affaire à l'expérience initiale de ces centres. Alors, tous les patients ne sont pas éligibles. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Il y a des critères anatomiques d'éligibilité de ces patients. Donc, au début, quand les centres débutent, on recommande vraiment de se concentrer sur les patients qui sont dans la colonne de gauche, c'est-à-dire des pathologies du segment 2, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas de calcification valvulaire, qui ont une belle surface d'ouverture valvulaire, parce que bien sûr, intuitivement, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de sténose? Oui, il y a un risque de sténose. Dans certains cas bien précis, on va le voir, soit parce que les patients ont une surface d'ouverture qui est réduite, soit parce qu'ils ont déjà de base un rétrécissement mitral, soit parce qu'ils ont des restrictions systolo-diastoliques. Donc voilà, donc la colonne de gauche au début, et puis après, quand on commence à avoir un peu d'expérience, on peut s'attaquer à la colonne du milieu, on peut aller traiter des prolapsus P1, P3, des prolapsus commissuraux, des valves un petit peu moins importantes, un peu plus difficiles, avec des surfaces un peu réduites. On peut traiter des patients qui ont eu des échecs d'annuloplastie avec des anneaux en place, par exemple. Mais il y a des patients qui resteront dans tous les cas ou des non-indications, par exemple l'insuffisance mitrale sur perforation, sur séquelles d'endocardite. Clairement, ce n'est pas une indication au MitraClip. Les calcifications sévères, si elles sont sur les zones de grasping. Et puis, on a parlé, les sténoses mitrales préalables, les patients qui ont des restrictions systolo-diastoliques.
Alors, vous savez bien sûr qu'il y a deux types d'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale secondaire ou fonctionnelle, la FMR, et donc il y a deux études, donc notamment l'étude COAP, qui est une étude américaine, qui a évalué chez 600 patients qui avaient une fuite mitrale secondaire sévère symptomatique sous traitement médical optimal, et donc qui a évalué le bénéfice d'un MitraClip en plus du traitement médical. Donc 600 patients qui ont été randomisés, MitraClip plus traitement médical versus traitement médical. Et l'étude est très largement positive sur son critère principal, qui était le cumul d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque à 12 mois. Vous voyez une réduction de 50% de ce critère. L'étude est également très largement positive sur tous ces critères secondaires, et notamment, quand même, c'est pas rien, la mortalité toute cause à 12 et à 24 mois. Donc tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes si il y avait eu publié dans le même numéro du New England l'étude française MITRA-FR qui a la même méthodologie, qui s'est intéressée à des patients pas exactement identiques, mais qui retrouvent des résultats complètement différents, puisque c'est une étude, comme on dit publiquement, neutre, c'est-à-dire pas de différence entre traitement médical ou traitement médical plus MitraClip sur le critère mortalité toute cause ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque, ça à 24 mois, enfin à 12 comme à 24 mois. Alors à partir de là, il y a eu une littérature extrêmement abondante. On a essayé de décortiquer, de prendre les choses dans tous les sens pour essayer de comprendre pourquoi deux études identiques avaient trouvé des résultats différents. De là a émergé le concept que je ne vais pas aborder de l'IM proportionné-disproportionné. En gros, l'IM disproportionné, c'est quand l'insuffisance mitrale est beaucoup plus sévère que la sévérité du ventricule gauche, et notamment la dilatation du ventricule gauche, ne le laisserait présager. Et donc, il y a ce schéma qui est sans doute très grossier, mais qui a le mérite d'être clair et que je vous propose de retenir, c'est que globalement, il est inutile de proposer un MitraClip chez un patient qui a une fuite mitrale avec une surface d'orifice régurgitant inférieure à 0,3 cm². A contrario, il est clairement bénéfique de proposer un MitraClip à un patient qui a une IM sévère et un ventricule gauche peu dilaté. Ici, il est marqué inférieur à 70 mm. D'autres proposent un volume télédiastolique indexé inférieur à 96 ml par mm². Peu importe. Par contre, on ne sait pas trop chez ces patients qui ont certes une IM extrêmement sévère, mais aussi un ventricule gauche très dilaté. C'est le carré en haut à gauche. Et dans les très récentes recommandations européennes qui ont été publiées la semaine dernière, eh bien, le niveau du MitraClip a été avancé puisqu'on est maintenant à un niveau 2A, donc should be proposed, chez les patients qui ont une IM sévère, symptomatique. Et alors, on n'a pas mis les critères COAP, mais enfin, clairement, c'est ça que ça veut dire. Donc, d'ailleurs, ils ont reprécisé les critères COAP, donc des critères qui permettent de prévoir une réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Alors, que faut-il faire des autres, qui sont quand même assez nombreux? Là, il y a une littérature qui est assez discordante, et l'ESC, assez sagement, a proposé un niveau 2B, c'est-à-dire peut-être qu'on peut proposer chez ces patients qui n'ont pas les critères, donc ils ont une IM sévère, mais ils sont quand même dilatés. Alors, l'insuffisance mitrale primitive, vous avez une session qui promet d'être passionnante, qui est prévue demain après-midi. Donc, là, il y a moins d'études randomisées récentes. On avait Everest-2 qui montrait que chez ces patients, en tout cas chez les patients qui avaient des IM tout venantes, il y avait on peut dire beaucoup de choses sur Everest-2, mais il y avait à peu près une équivalence en termes d'efficacité du MitraClip avec une supériorité en termes de safety. En tout cas, en France, il y a un remboursement depuis à peu près 3 ans chez les patients donc, qui ont une insuffisance mitrale primitive et qui sont récusés pour la chirurgie. Et il y a une étude en cours, le PHRC MITRA-HR, qui s'intéresse aux patients qui ne sont pas récusés, mais qui sont jugés à haut risque chirurgical. Donc ces patients sont randomisés pour être traités soit par chirurgie, soit par MitraClip. Voilà, un dernier mot pour dire que le MitraClip n'a pas l'apanage de la suture bord à bord percutanée dans le monde. Il y a maintenant Edwards qui commercialise depuis quelques années un système qui est assez comparable, qui s'appelle le système Pascal. Et j'ai mis ici un résumé des études cliniques. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup moins d'études. L'expérience est moins grande dans le monde, mais pour autant, ça marche a priori très très bien. Il y a 2 études en cours, classe 2F dans l'IM fonctionnel et 2D dans l'IM primitive, qui comparent l'intérêt du Pascal versus du MitraClip. Voilà, donc en conclusion, c'est un traitement qui est
efficace et étonnamment bien toléré compte tenu de la sévérité des patients. Mais attention, attention aux critères de sélection. On a vu que tous les patients ne sont pas éligibles. Et même, ce n'est pas parce qu'un patient est éligible que l'indication est bonne. La faisabilité ne pose pas l'indication. Et puis, on en discutait tout à l'heure, on a vu que ça peut être parfois houleux, mais c'est vraiment fondamental que tous ces patients soient discutés en heart team, et une heart team très large qui va inclure évidemment le chirurgien, évidemment l'échographiste, évidemment le cardiologue interventionnel, mais aussi le spécialiste de l'insuffisance cardiaque, le médecin de réadaptation si c'est possible, et l'anesthésiste, et j'en oublie certainement, mais c'est vraiment important de savoir quoi proposer, parce que ce n'est pas forcément le traitement de l'IM qui est la bonne idée. Il y a des patients qui vont être plutôt éligibles à une transplantation, à une assistance monogauche, à que sais-je encore. Voilà, je vous remercie pour votre attention.